Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du podcast Outrospection. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque je suis en compagnie d'un invité extrêmement spécial. Comment un petit peu t'introduire, Edgar? Puisque aujourd'hui Edgar a décidé de m'accompagner pour ce podcast. Il a gentiment accepté de me rejoindre pour parler un petit peu proposition de valeur, entrepreneuriat, design. Voilà, on va évoquer différentes thématiques. Donc Edgar, bonjour. Bonjour Anissa, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Alors, on va pas faire de secret entre nous. Pour ceux peut-être qui se posent la question, c'est le même Edgar qui partage ma vie. C'est le même mari, en fait. Il fait mari et invité de C'est podcast ce à qu'on la m'a dit fois. en arrivant. Donc, Voilà, donc au-delà d'être un mari exceptionnel, que dis-je, Edgar est également un designer très talentueux et aussi une personne qui a un œil très spécifique sur tous les volets, on va dire, entrepreneuriaux, stratégiques, puisque tu as toi-même bossé pour des startups, tu as toi-même lancé ta startup et aujourd'hui tu travailles pour le compte de différentes entreprises à travers l'agence à part pour laquelle tu bosses depuis 4 ans. donc oui, c'est ça, chez Apart Design Studio, je m'occupe de la partie digital marketing. Et sinon, au quotidien, je suis plutôt dans le design. Donc je m'occupe de tout ce qui est UX, UI pour les clients qu'on reçoit à l'agence. Voilà. Tu connais un petit peu la tradition du podcast, Edgar, du coup. On va commencer par la citation de l'invité, donc pour permettre à tous nos auditeurs peut-être de découvrir à travers une citation qui te ressemble ou qui te parle. Et donc je ne sais pas ce qu'Edgar a choisi, donc on va le découvrir ensemble. Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Oui, donc la citation que j'ai choisie, c'est une citation du livre La magie de voir grand. Ok. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a un mois et demi, 2 mois. Et la citation que j'ai choisie, c'est se fixer des objectifs est aussi essentiel au succès que l'air à la vie. Donc pourquoi cette citation? Parce que c'est une citation qui représente pas mal en fait les idées que je retrouve dans les lectures, dans les livres que je lis ces derniers temps. Et clairement, en fait, c'est quelque chose qui a pas mal changé ma façon de voir les choses dans la vie, que ce soit dans tous les domaines. En fait, on peut se fixer des objectifs et c'est super important de le faire parce que c'est en fait se fixer des objectifs qui va ensuite derrière déclencher des actions. Et c'est les actions qui mettent en mouvement les choses. Et s'il n'y a pas d'action, bah, il ne se passe pas grand-chose en fait. Donc c'est pour moi essentiel de se fixer des objectifs dans tous les domaines, que ce soit au niveau du développement personnel, au niveau de sa carrière, au niveau de ses finances, au niveau de sa vie sociale. Enfin voilà, il y a pas mal en fait de domaines dans lesquels on doit réfléchir comme ça pour avancer et faire les choses euh, enfin, devenir la personne qu'on veut devenir en fait, tout simplement. Absolument. Je dirais qu'aussi cette citation, elle parle aussi beaucoup par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, hein, qui est de définir sa proposition de valeur et de savoir la communiquer. On va revenir un peu ensemble sur qu'est-ce que c'est tout ça et comment ça peut aider peut-être le porteur de projet de demain ou bien l'entreprise qui souhaite mener telle ou telle action, parce que c'est souvent aussi des cas de figure auxquels toi tu dois faire face. Mais avant ça, on va peut-être réintroduire un petit peu ton parcours par rapport à voilà, d'où tu viens, ce que tu as fait. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Edgar, c'est un petit peu la personne qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'univers entrepreneurial. Il a été la personne qui, à la base, était dans le domaine. Hein. C'est lui qui travaillait avec des startups, c'est lui qui s'est toujours intéressé à ces sujets. Et moi, j'y suis arrivée un petit peu par accident, mais je le remercie parce que, en fait, grâce à lui, je me suis ouverte à énormément de sujets. Et c'est vrai que on a un petit peu une relation où on s'inspire, on va dire, en quelque sorte, mutuellement sur des sujets différents. Et c'est vrai que sur ce domaine-là, je lui en dois une parce que c'est grâce à lui que je suis rentrée dans ce domaine et que j'ai commencé à m'intéresser de plus près, voilà, tous les gens qui ont des idées et qui sont voilà, très créatifs et qui veulent améliorer ce monde, aussi bien des entrepreneurs, des investisseurs que des designers. Et donc, est-ce que tu peux peut-être rappeler un petit peu, toi, quel a été ton parcours? Donc, tu avais fait un master, justement, un master 2 dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et comment ça s'est passé un petit peu ton parcours par la suite? C'est ça, donc j'ai eu au départ un cursus assez classique dans tout ce qui est finance, comptabilité, marketing. Et c'est après ma licence que j'ai voulu
rentrer dans un domaine un peu plus spécifique pour un master. Et je me suis intéressé, je me suis toujours intéressé au domaine des startups, des petites entreprises. Et j'ai découvert un master en entrepreneuriat à Montpellier que j'ai fait jusqu'au bout. Et du coup, ça m'a permis de travailler dans des startups, dans des petites entreprises. Notamment une que j'ai pu intégrer, c'était une startup avec deux cofondateurs, dans laquelle j'ai pu faire énormément de tâches différentes, que ce soit le marketing, que ce soit la réflexion stratégique sur le produit, développer aussi une stratégie pour une levée de fonds. On n'était que trois, donc il fallait absolument toucher à tout. Et ça m'a appris énormément de choses. C'est aussi comme ça que j'ai pu découvrir une certaine passion pour le design. Je commençais à ce moment-là à bidouiller des interfaces sur le logiciel Pages de Mac à l'époque. Je connaissais pas Sketch, Photoshop, ça me faisait un peu peur. Et voilà, j'avais trouvé une manière de faire ça facilement C'était sur cet top, outil. hein, quand Ouais, ouais. même. Tu te débrouillais bien pour un truc Finalement, ouais, bidouillé. ça donnait une certaine idée de ce qu'on voulait faire. Et après ça, Donc, ils t'ont embauché pendant quelques mois, mais c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, nous, on avait toujours eu envie de partir vivre à l'étranger. On n'avait pas eu l'occasion de le faire dans le cadre de nos études. Donc, même si on avait trouvé comme ça des CDD après les études, on avait quand même énormément envie de partir à l'étranger et on a choisi l'Australie. Et donc, peut-être si tu peux un peu expliquer quelle a été ta stratégie en particulier quand on est arrivé en Australie et comment tu as vécu l'expérience là-bas. c'est vrai que quand on est parti, on s'était pas réellement fixé d'objectif par rapport au travail. On s'était dit, voilà, on se laisse un peu de temps pour arriver, puis ensuite on commencerait. Il fallait à un moment donné qu'on gagne un peu d'argent. Et quand on est arrivé là-haut, quand il a fallu commencer à chercher un travail, on s'est dit, mais pourquoi pas chercher dans notre domaine finalement? Pourquoi pas tenter notre chance? On avait quand même un désavantage par rapport aux locaux, c'est que eux, ils connaissent. D'abord, ils parlent anglais parfaitement, ils connaissent la culture, leurs diplômes ou alors leurs formations, elles sont connues dans leur pays. Donc, il fallait absolument se distinguer des autres. Donc, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est que je me suis déjà posé la question dans quel type d'entreprise je voulais travailler. Et voilà, moi, mon expérience, c'était surtout dans des jeunes entreprises. Et je me suis dit, pour être cohérent, je vais chercher des jeunes entreprises et je vais postuler chez eux. Et pour postuler, je me suis dit, il faut absolument que je fasse la différence, que je me distingue. Et j'ai réfléchi à une stratégie. Et cette stratégie-là, c'était de développer tout un document qui permettait en fait à la personne qui recevait ma candidature de se dire, ah oui, tiens, lui, il a une capacité à régler des problèmes. Il fallait absolument que je montre ma valeur dans cette candidature. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'approche d'Edgar, c'est que plutôt que de simplement envoyer son CV à une dizaine de startups, il est allé identifier celles dans lesquelles il se verrait travailler. Et encore une fois, plutôt que simplement leur dire cool, je cherche un job, bah, tu leur as dit, hé les gars, j'ai quelques informations qui pourraient vous intéresser parce que j'ai pris le temps de vous analyser un petit peu. C'est ça, donc en fait, si j'envoyais un CV et une lettre de motivation basique, je sais que je perdais d'avance. Donc je préférais en fait, plutôt que de perdre du temps à envoyer ces CV, ces lettres de motivation, je me suis dit, bah, choisis moins d'entreprises, mais par contre, prends du temps à aller analyser leur site web, à te poser la question de savoir comment ils pouvaient optimiser leur conversion, comment ils pouvaient optimiser leur communication. Donc je rédigeais en fait tout un document. Tu testais aussi leur process, leur onboarding Exactement, en fait, process. j'essayais de chercher où il pouvait y avoir des choses à améliorer, que ce soit dans l'onboarding, dans l'UX, dans l'UI, dans le marketing Dans le pur, copywriting. dans le copywriting. Donc, même avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, avec la proposition de valeur, j'essayais déjà de leur donner des pistes d'optimisation. Donc, en fait, je donnais pour qu'ensuite les gens se disent, ah oui, tiens, lui, il a fait un effort qui est différent des autres, et ce qui fait que ça a déclenché quand même certains rendez-vous. Ça, c'est un très bon conseil pour toutes les personnes qui parfois sont amenées à chercher un stage ou un premier emploi dans des villes où c'est hyper saturé, où il n'y a peut-être pas beaucoup d'offres. Ça peut être intéressant parfois, au-delà de candidater de manière spontanée, que d'aller voir si l'entreprise vous plaît un petit peu ce qu'elle fait.
et aussi d'aller la titiller sur peut-être un de ses case studies où vous allez lui dire ah moi j'aurais peut-être vu ça aussi, ça aurait pu Mhm. être intéressant de développer cette partie parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises reçoivent des candidatures quasiment tous les jours donc si vous voulez vous démarquer et faire la différence c'est important aussi de mettre en avant en quoi vous allez pouvoir leur apporter de la valeur. Ouais, c'est ça, il faut absolument montrer ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on va rarement nous engager pour notre pseudo-talent, mais on va nous recruter pour notre capacité à régler des problèmes, surtout. Et je fais souvent le rapprochement avec les designers qui ont toujours quasiment un portfolio à montrer. Donc en fait, quand on postule en tant que designer, bah voilà, on a un portfolio, on peut montrer ce qu'on a fait parce que c'est visuel. Et la question à se poser quand on n'a pas un travail qui est visuel, c'est comment montrer ce qu'on sait faire finalement. Absolument. Et du coup, bah voilà, moi j'ai choisi en fait de rédiger en fait ce document stratégique marketing pour leur donner une idée de voilà, ce pourquoi j'étais bon et Mhm. qu'est-ce que j'étais capable d'apporter en termes de réflexion sur leur business. Et ça a bien marché d'ailleurs. Oui, ça a bien marché. Dans les premiers temps, les entretiens que j'ai eus, ça n'a pas débouché sur un emploi. Mhm. Parce que la plupart du temps, ces entreprises-là, elles sont pas en capacité de recruter quelqu'un à plein temps pour gérer ce genre de choses. Ils aimeraient bien, mais voilà, la réalité, c'est que l'argent, ils ne l'ont pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à mon compte. J'ai ouvert ma propre société en Australie. Par chance, c'est assez simple à mettre en place. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé mes services en tant que pseudo-freelance, en quelque sorte. Donc je me suis dit, bah voilà, s'ils veulent me prendre pour 4 heures ou 6 heures par semaine, bah, ils peuvent le faire. Et moi, je facture au nom de ma société. Et c'est comme ça que j'ai aussi déclenché un nouveau rendez-vous avec une entreprise. Et la personne m'a engagé pour une mission. Et suite à cette mission-là, il a beaucoup apprécié le travail que j'ai fait pour lui et ça a débouché sur un emploi quasi plein temps avec cette boîte. Donc voilà, tout le temps où on est resté en Australie, j'ai eu ce client qui m'a permis d'avoir un revenu régulier. Donc c'était vraiment super. Ouais. Ouais, une chance énorme parce que s'il avait dû t'employer, il n'aurait pas pu se le permettre, mais le fait de te faire travailler via ta société, c'était plus envisageable pour lui. Au moins, il pouvait y mettre un terme quand il voulait, Exactement, c'est quoi. ça. Ouais. Quand il voulait, il pouvait y mettre un terme. Ouais. Donc c'était une chouette expérience pour toi, j'imagine. Ouais, bah, j'ai beaucoup appris parce que c'est vrai que j'étais dans un rôle où il fallait que je prenne mes propres responsabilités. C'est-à-dire que je suis pas rentré en tant que salarié où il avait déjà défini ma mission, etc. Et moi, j'avais juste à suivre ce qu'il voulait que je fasse. Non, en fait, moi, je suis rentré pour donner des idées, Mm. pour produire des choses qu'il n'avait même pas imaginées, en fait. Donc, pour le coup, j'étais dans une position où c'était à moi de régler les problèmes. C'est-à-dire qu'on venait me voir, on me disait, bah voilà, comment on fait ça? Et moi, je devais développer tout, quoi. Donc, c'était principalement au niveau marketing et aussi au Digital niveau marketing, hein. digital marketing et même stratégique, hein, finalement. Et par la suite aussi design, parce qu'il a vu que j'étais capable aussi de faire ça, donc il en a profité. Et voilà, bon, moi, ça me faisait plaisir aussi parce que j'aimais ça. Et Donc, c'est là que tu as découvert Sketch. oh là là, ça a été la découverte de ma vie, je crois. C'est moi qui faisais tout sur Pages à l'arrache avec des zones de texte comme dans Word, quoi. J'ai découvert Sketch et ça, ouais, ça a complètement changé ma façon de voir le web déjà et aussi de voir le web design complètement. Hein. Génial. Alors, autre chose dont on n'a pas parlé par rapport à ton parcours, mais c'est vrai que quand tu es arrivé au Luxembourg, tu as aussi enseigné, justement, tu as partagé avec des étudiants ton savoir et ton expérience justement du métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, si vous entendez des bruits de liquide, je précise, on est tranquille, on s'est mis en mode cocooning, petite bouteille de vin, au calme. Voilà, donc Faut ce qu'il faut. Hein. on partage un petit peu avec vous notre intimité ici, on s'est mis dans des bonnes conditions. Pour revenir à ma question, oui, par rapport à l'enseignement, comment ça s'est fait? Comment t'en es venu à partager ton savoir avec des étudiants? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que professionnel? Bah, quand on est revenu d'Australie, j'ai postulé assez rapidement au Luxembourg, parce Ouais. que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose dans la région où habitaient mes parents, en fait. Et du coup, j'ai eu un entretien avec une agence
qui se dit publicitaire, mais c'est une agence web, print, etc. Oui, c'est un Euh, studio graphique voilà, agence digitale quand même, c'est hein, ça, maintenant, ouais, hein, c'est ça. Ouais. on peut le dire. Et du coup, ils m'ont intégré dans leur équipe. Et c'est grâce en fait à cet emploi que j'ai pu avoir l'opportunité d'intégrer un BTS en tant qu'intervenant externe. Donc c'était à moi d'enseigner la discipline digital marketing aux étudiants. C'était sous forme de modules, donc moi je les voyais plus comme des workshops. Donc euh, j'ai pu enseigner cette discipline. Donc ça, ouais, c'est vrai que ça demande pas mal de remise en question. C'est-à-dire que moi, je devais enseigner ce que je faisais moi-même chez Apart, tout seul. C'est-à-dire que euh, voilà, il faut absolument réfléchir sur les process qu'on a nous-mêmes quand on fait notre travail, sur les méthodologies qu'on applique. Donc il y a une grosse réflexion à avoir sur son propre travail et c'est pas facile à faire parce qu'on se rend compte qu'on travaille avec certains automatismes et il faut réfléchir à comment déconstruire son savoir pour l'apprendre à des gens qui n'ont jamais touché à ça, quoi. Donc il y a eu un gros travail la première année pour déconstruire tout ça et reconstruire sous forme de modules pour en arriver à voilà, comment enseigner mes connaissances à des étudiants voilà, Qui n'y connaissaient rien. qui n'y connaissaient rien. Ouais. Parce que c'est vrai que le lycée donc, de Diekirch, C'est ça. pour lequel tu travaillais, eux, ils te donnent pas de matière à la base pour donner tes cours. Ils te disent t'es totalement libre, donc c'est à toi de produire toute la matière Exact. pour transmettre aux étudiants le savoir. On Hein. me dit tu devras enseigner telle discipline et Ouais. ensuite c'est moi qui fait mon cours. Et Voilà, donc par tu es censé exemple, les occuper pendant plusieurs heures, donc il faut avoir de la c'est ça, ouais, c'est matière, ça. faut C'est construire. 64 heures Ouais. de cours en tout. Donc il faut, ouais, voilà, il faut avoir de la matière pour tant d'heures sur l'année. Euh, et voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Aujourd'hui, j'ai passé le flambeau à quelqu'un d'autre. Et en fait, ce quelqu'un d'autre doit lui aussi faire son propre cours à sa façon, comme il le souhaite, pour enseigner le digital marketing. Ouais. Et autre chose aussi que tu as pu développer à l'occasion de ces cours que tu donnais, c'est tout ce qui est un peu front-end parce que tu avais justement pour tes élèves construit totalement par toi-même un site internet dans lequel ils retrouvaient tout le programme de l'année, tous les cours. Mhm. Voilà, donc en fait de digital marketer, t'es passé à UX, UI designer et maintenant tu deviens presque front-end développeur. Bah, c'est un peu la suite logique. On va dire que quand tu es designer, souvent tu es amené à t'intéresser à tout ce qui est développement. Moi, je suis une personne qui pense que les designers doivent savoir coder, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même important dans notre job pour bien faire nos interfaces, bien présenter les specs pour les développeurs. C'est important de savoir comment ça fonctionne. Même quand tu penses à tes designs, en fait, il faut que tu le penses aussi pour les développeurs parce que sinon, bah, voilà, ça risque de ne pas fonctionner. Donc c'est important de savoir ça. Bon, moi je me suis intéressé au dev non pas parce que j'étais designer, mais parce que c'était quelque chose qui me passionnait avant tout. Donc le projet que j'ai fait pour les étudiants, c'était un peu une excuse pour coder le soir, pour avoir une excuse pour ma femme, pour qu'elle me laisse tranquille jusqu'à 2 heures du matin à réfléchir à mes problèmes de code. Oui, Donc parce qu'Edgar adore les problèmes. Lui, coder, c'est son kiff. Et il se dit, bon, bah, mais quand j'ai des problèmes, mon kiff, c'est de les résoudre. C'est de me retrouver face à des bugs et de me dire, mais waouh, j'y suis c'est arrivé tout seul c'est et ça. j'adore. Mais c'est magique la sensation que tu as quand tu résous des problèmes, et c'est peu importe le domaine, Oui. que ce soit dans le dev ou ailleurs, c'est juste magique. Ce qui est bien avec le dev, c'est que c'est assez spontané, c'est direct, c'est-à-dire que c'est input-output. Tu testes quelque chose, tu recharges ta page, et tu vois si ça marche ou ça fonctionne pas, quoi. Mhm. Et pour le coup, la satisfaction quand tu as réglé un problème que tu cherches depuis 1 heure, bon, des fois c'est une bêtise, mais des fois c'est un peu plus complexe, et tu dis, ouais, ça y est, ça fonctionne, et là tu as une sorte de poussée d'adrénaline, c'est assez dingue. Hein. Et comment t'as appris justement le code à tout ce qui est front-end? J'avais, je m'étais déjà intéressé à ça quand on était à Montpellier à l'époque. J'avais suivi quelques tutoriels qui étaient sous forme de PDF à l'époque. C'était pas très développé sur le web. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à suivre euh, ces tutos. Et j'ai un peu abandonné finalement, sans avoir vraiment de compétences particulières. C'est que plus tard que j'ai découvert des tutoriels qui étaient en ligne. Donc c'est tout un logiciel qui est monté, donc tu codes dans le navigateur et tu as ton résultat directement dans la fenêtre de navigation.
Et du coup, c'est ça qui m'a bien débloqué. Et j'ai pu apprendre après des concepts plus complexes, aussi grâce à mes collègues au travail, parce que bon, j'étais dans un milieu aussi. T'es bien entouré. C'est ça, exactement. Donc c'est plus facile quand tu as des questions à poser. Bah, du coup, tu peux te retourner vers tes collègues et ils peuvent te donner un peu des conseils, pas forcément la réponse parce que c'est pas forcément ce que tu veux, mais du coup, ils peuvent t'aider, ils peuvent te guider et ça, c'est essentiel, hein. C'est bien d'avoir des mentors en quelque sorte. Ça débloque des situations super vite, quoi. Non, c'est sûr. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça que je vous disais qu'Edgar, c'était un peu un couteau suisse parce que c'est quelqu'un qui n'arrête jamais d'apprendre. Il a toujours envie d'apprendre des trucs nouveaux, toujours envie de développer de nouvelles compétences. Et c'est en ça que je trouve ton profil intéressant, notamment pour la partie peut-être un petit peu guidée. Je sais pas, des entreprises de demain ou des porteurs de projets ou des gens qui seraient chauds en fait de lancer leur propre business dans quelles sont peut-être les bonnes pratiques Mhm. avant de lancer quoi que ce soit parce que et toi et moi, on va dire dans nos métiers respectifs, on a été confrontés à des personnes qui venaient nous voir pour un besoin type je veux refaire mon site ou j'aimerais faire une application mobile ou des choses comme ça très digitales. Euh, mais sans avoir vraiment beaucoup de recul sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles veulent, les résultats attendus, etc. Et en fait, on est parti un petit peu de ce constat-là pour lancer cet épisode en se disant, ben, en fait, il faudrait peut-être reprendre de la base en parlant de, en fait, quelle est votre proposition de valeur, comment la définir et surtout comment la communiquer. Parce que ça, c'est un peu dans nos métiers, c'est de dire, voilà, une fois que la chose est bien définie, ben, on va vous aider à 100% à le diffuser, à le faire de la bonne manière. Donc peut-être si on commence vraiment par la base, Edgar, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, comment toi tu abordes cette question de la proposition de valeur. Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi? Comment est-ce que tu envisages la chose? Bah, c'est un grand sujet et je me rends compte avec mon expérience qu'il y a beaucoup de nos clients qui n'ont pas ces informations. C'est-à-dire que quand on va commencer un projet, que ce soit de digital marketing, mais aussi de UX design, on va poser des questions aux clients parce qu'on a besoin de ces informations de base pour nous développer l'outil qui va correspondre à l'audience. Et là, je donne déjà un indice important sur la méthode à, à suivre. Et donc, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas ces informations et qui ne construisent pas en fait une base solide de connaissances sur leur propre business. Et Ouais, la proposition de valeur, c'est clairement ça. La proposition de valeur, en tout cas, c'est le résultat d'une méthodologie. ok. Voilà. Et donc la méthodologie à suivre, Est-ce que c'est quelque chose que tu enseignais aussi à tes étudiants, c'est ça? quelque chose que j'enseignais parce que voilà, mon module à moi, c'était le digital marketing. Ouais. Et donc moi, je rentrais pas directement dans le vif du sujet en disant, Pas bah trop voilà, dans le théorique, quoi. voilà, comment utiliser Facebook, comment utiliser Google Ads. Parce que avant d'utiliser ce genre de plateforme, il faut déjà savoir, Faut déjà avoir un projet, faut déjà avoir quelque voilà, chose, ouais. exactement. Et moi, comment j'ai en fait monté le cours pour mes étudiants, c'était de dire, ok, les étudiants, ils vont choisir leur propre projet. Donc déjà, comment on définit un projet? Bah, voilà, déjà, il faut se poser des questions sur quel problème il y a à régler dans ce monde, par exemple. Donc là, ça, c'est la première question à se poser. Tiens, moi, je suis intéressé par tel domaine. J'ai peut-être moi-même des problématiques au quotidien. Bah tiens, ok, ça, c'est mes problématiques. Voilà, maintenant, je vais réfléchir à un produit qui peut les résoudre, ces Ouais. problématiques. Ce que je leur demandais, c'était de penser à un projet qui n'était pas forcément viable, voilà, parce qu'on ne va pas rentrer non plus dans ces restrictions-là. Oui, mais quelque chose qui les passionnait suffisamment C'est parce que tu ça, leur c'est ça. faisais travailler Parce sur que leur c'était un projet toute projet, l'année, hein. exact, c'était un projet transversal. Ok, Donc, il travaillait sur ce projet dans tout ce qui était après moteur de recherche et tout ce qui était social media. Donc, j'ai ok, séparé les deux en fait. Voilà, donc du coup, la première chose à faire, bah, c'est de développer son propre projet. Le projet, il est basé sur une problématique et l'idée derrière, c'est de développer tout ce qui va être message de communication, quelle est l'audience, quels sont les segments, quelle est la proposition de valeur, etc., etc. Donc la méthodologie qui est derrière la proposition de valeur, c'est en fait une méthodologie qui est basée sur le business model. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît le business model, mais c'est un outil qui est utilisé souvent par les startups. Encore une fois, ça fait écho au background entrepreneuriat que j'ai, mais c'est basé sur ce modèle qui permet en fait de définir le fonctionnement d'une entreprise, que ce soit comment il dépense son argent, comment il gagne de l'argent, quelle audience concerne son produit, quel partenaire il a, etc., etc. Donc c'est en fait une sorte de tableau qui va résumer toutes ces informations. Et nous, pour définir la proposition de valeur, on va se baser que sur deux segments de ce business model. Et ces segments-là, c'est en fait la proposition de valeur
et le segment utilisateur. Donc en fait, il faut Ok. imaginer que c'est deux colonnes du business model et on va rentrer dans ces deux colonnes-là. Et en fait, Ok. dans ces deux colonnes, ça va créer deux parties. Donc, il va y avoir la partie à droite qui est le segment utilisateur par laquelle on va commencer et de l'autre côté, à gauche, la partie proposition de valeur. Et Comment on remplit la proposition de valeur justement, si on ne sait pas ce que c'est qu'une proposition de voilà. valeur? Bah, déjà, on commence par la partie droite qui est l'utilisateur. On va commencer par se poser des questions sur l'utilisateur. On va essayer de définir son référentiel de pensée. Donc, et juste pour faire une petite parenthèse, mais il faut absolument à la fin que ces deux parties matchent. Il faut qu'il y ait un fit entre les deux. Donc, on va commencer par définir ce que, euh, ce que le référentiel de l'utilisateur. Et pour définir le référentiel de l'utilisateur, on commence toujours par ce qu'on appelle les customer jobs. Et les customer jobs, c'est ce que doit réaliser l'utilisateur pour voilà, réaliser une mission, globalement. Euh, Peut-être qu'on peut prendre un exemple au travers de, de cette explication, mais par exemple, si on prend le service Uber, j'imagine que Mhm. Uber, quand ils se sont posé la question de réfléchir à leur service, ok, donc quand on fait cet exercice-là, on le fait avant même de penser à son service, normalement. Donc on va D'accord. réfléchir en fait aux problématiques utilisateurs dans un domaine. Par exemple ici, ça pourrait être aller d'un point A à un point B en utilisant un taxi, parce que eux c'est comme une alternative au taxi qu'ils proposent ou alors au transport en commun. Et en fait, on réfléchit à tout ce que doit faire un utilisateur pour prendre un taxi. Donc, la première chose qu'il doit faire, c'est prendre son téléphone, appeler une société de taxi. Ok. Ensuite, quand il a réservé en fait son taxi, eh ben, il doit recevoir les informations concernant le taxi qui va venir le chercher. Ensuite, il doit attendre le taxi pour une période qui est probablement indéfinie ou peut-être définie, on ne sait pas. Ensuite, il doit monter dans la voiture avec le taxi. Ensuite, il doit faire le chemin jusqu'au point B. Et ensuite, il doit payer. Ensuite, il doit sortir du taxi, etc. Donc, on va définir en fait toutes les étapes qu'il y a dans cette mission qui est d'aller d'un point A à un point B via un taxi ici. On pourrait se Ouais. poser la même question avec les transports en commun si on voulait. Et donc ça, c'est les customer jobs. Et ensuite, on va se poser la question de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pendant, enfin avant, pendant et après la réalisation de la mission. Donc avant de commander son taxi, pendant le voyage et après. Ok. Si vous êtes à Paris, avant, bah, c'est tout simplement de choper un taxi, hein. Je pense que Voilà, c'est par la, exemple, parce la que première étape, hein. Sur Paris, c'est une voilà, bonne galère, il hein. y a certaines sociétés de taxi, enfin, bon, je pense que la majeure partie fonctionne avec un numéro de téléphone et on peut les commander à distance, mais il y a Maintenant, je crois aussi. même qu'ils ont des apps et tout. Maintenant, ils ont des apps, ouais, mais ça Mais s'est c'est vrai beaucoup qu'avant, développé aussi parce qu'il y ouais. a Uber qui est rentré sur le marché. Mais avant, Euh, c'était plutôt soit effectivement C'était par téléphone téléphone, tu ou le dans la commandais. rue, voilà, il Ouais, fallait ouais, ouais. faire un geste et le taxi s'arrêtait. Et encore, c'est pas très développé ce genre de pratique à Paris, je crois, mais On n'est pas c'est à New plutôt, York. voilà, c'est ça. Donc, l'étape d'après, c'est vraiment se poser la question de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pendant ces tâches. Par exemple, voilà, quand il faut appeler une société de taxi, il faut d'abord la trouver. Ok, donc il faut aller sur Google, il faut taper taxi Paris, par exemple. Mhm. Après, il faut choisir la société de taxi. Ensuite, il faut appeler la société, commander le taxi, etc., etc. Donc on se pose en fait toutes les questions par rapport à ces tâches et on définit les problématiques qu'il peut rencontrer. Par exemple, au niveau du paiement, bah, ça peut être un taxi qui n'accepte pas la carte bleue, par exemple. Vous voyez. Absolument. Ça, c'est une problématique. Oui. Euh, et ensuite, la troisième chose à faire dans cette partie utilisateur, donc qu'on appelle Customer Segment, c'est de se poser la question quels sont les gains que veut ressentir l'utilisateur quand il fait cette mission. Ok. Donc là, ce qu'il faut faire, bon, j'essaie de ne pas rentrer trop dans le détail non plus et de rester assez Non, mais c'est intéressant voilà, de comprendre superficiel, un petit mais peu avec un exemple concret, un petit peu à quelle question tu réponds. Donc là, en prenant l'exemple du taxi, ça pourrait être quoi les gains que le... donc les gains, ça décrit les résultats, les bénéfices qu'un client il peut exiger, qu'il peut attendre, qu'il peut désirer. Ah bah j'imagine que ça évite, qu'il paye un prix raisonnable, parce C'est que ça. bon, tu sais jamais quand tu montes dans un taxi, il y a le compteur qui défile et Exactement. Ouais. potentiellement tu peux te retrouver avec une course qui coûte C'est vrai qu'aujourd'hui, assez on cher. peut avoir une estimation du coût. Mais à l'époque, c'était pas le cas. On prenait un taxi, on savait pas combien ça allait nous coûter en fait. Parce qu'il n'y avait pas toutes ces solutions web qui avaient été Ouais, développées comme Uber aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Uber fonctionne, c'est parce qu'il répond à ces ouais, problématiques. absolument. Voilà.
Et donc, Uber s'est posé ces questions pour savoir comment proposer une expérience qui est meilleure que les taxis. Oui. Donc, ces gains, ils peuvent être fonctionnels, ils peuvent être ce qu'on appelle social gains, ça peut être juste des émotions positives ou alors le fait qu'on appelle cost savings en anglais. Je sais pas comment traduire en français, mais je sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense que les gens comprendront. Et donc, du coup, pour notre exemple, on pourrait dire que un des gains espérés, c'est par exemple, comme on a dit, l'estimation de la course en fait. Combien Oui. ça va nous coûter à peu près? On peut Avoir avoir une une idée, fourchette. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui pourrait être soit exigé, soit attendu, soit désiré. Là, il faut le déterminer. Est-ce que c'est exigé? Est-ce que c'est attendu? Est-ce que c'est désiré? Voilà, il faut déterminer Ouais. une sorte de niveau de pertinence par rapport à ce gain, sachant que ceux pour lesquels il faudra absolument répondre quand on va réfléchir à notre proposition de valeur, c'est ceux qui sont exigés avant D'accord, tout. ok. Voilà. Donc tu détermines tout un tas de gains pour ton client final et tu vas les évaluer dans des ordres de priorité entre le C'est ça, désiré, exigé, attendu. c'est ça. Et en fonction de ce que tu as mis dans le exigé, ça va vraiment bâtir ta proposition de valeur par la suite, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est un peu l'idée de must have, nice to have, C'est ça. des choses C'est comme ça. ça. Ouais. Ok. Donc en fait, il faut trier les gains par niveau de pertinence et en fait, ce tri, il se fait par est-ce que c'est exigé, attendu ou plutôt désiré. Ça peut D'accord. même être des gains qui ne sont pas imaginés par les utilisateurs. Donc c'est des surprises pour eux, tu vois. Ça peut aller jusque-là. Ouais. Et on le voit complètement avec Uber, puisqu'ils sont vraiment dans ce truc des bonbons dans les voitures, de la petite Par bouteille exemple, d'eau, des petites attentions. des choses qui ne se trouvaient absolument pas dans les taxis à C'est ça. l'époque, hein. Mais ces gains-là, ils peuvent se retrouver pas forcément pendant la mission, mais même avant la mission. Ok. Donc voilà, après, il faut juste estimer est-ce que c'est exigé, attendu, désiré, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils n'imaginent même pas et que ça peut faire l'effet waouh au moment d'utiliser l'application. Et comment on passe du coup de ces customer jobs à la proposition de valeur? Maintenant que tu as listé en fait tout un tas de choses, toutes ces informations, comment tu arrives Voilà. à te dire, bah voilà, là on Donc, va essayer de sortir une proposition de valeur. c'est ça. Donc maintenant qu'on a étudié notre segment utilisateur ou notre audience, l'idée c'est qu'il faut faire il faut faire ce canvas pour chaque segment utilisateur. Souvent les entreprises ont plusieurs segments, ils n'en ont pas qu'un seul. Donc il faut faire ce travail pour chaque segment parce que chaque segment va avoir ses propres problématiques. Ok. Je vois, on a eu un client aussi qui réfléchissait à la mobilité. Et en fait, dans ces segments, bah, tu avais par exemple les night riders, donc c'est les personnes qui vont rentrer de discothèque par exemple. Ils vont avoir un segment qui seront plutôt les personnes handicapées. Tu vois. Donc il faut faire ce travail pour chaque segment parce que chacun va avoir ses propres problématiques. Et eux, ils Ok. réfléchissaient sur comment faire mieux que les transports en commun, par exemple. Ça, D'accord. bon, nous, on va rester sur l'exemple de Uber. Et donc, on va partir à cette partie gauche du canvas qui est le value proposition. Et là, on va commencer par déterminer notre produit. Qu'est-ce qu'on va proposer en fait comme fonctionnalité pour essayer de répondre à ces problématiques utilisateurs et comment donner ces gains à l'utilisateur. Donc on réfléchit un peu au produit, on se dit bah voilà, ça peut être pour Uber, ça va être une application mobile pour réserver un taxi. Enfin, un taxi, un véhicule en tout cas. Ouais. Et donc la seconde étape, c'est de déterminer comment on va régler les problématiques utilisateurs. Les problématiques qu'en fait on a trouvées quand on a réfléchi à l'utilisateur et les problématiques qu'il pouvait vivre durant les différentes étapes en fait, de la mission. Donc là, on va essayer de résumer ça. Encore une fois, il faut les trier par pertinence. Donc en fonction de celles qui ont le plus d'intensité dans le customer segment, eh ben, on va essayer d'y répondre en premier dans les pain relievers, on appelle ça en anglais. Et une fois qu'on a ces pain relievers, on va essayer de déterminer quel gain on va créer pour l'utilisateur. Donc là, on va rentrer dans la notion de bénéfice, en fait. Et il faut faire une différence entre fonctionnalité et bénéfice. Et là, c'est un travail qu'on peut déjà faire dans ce canvas. Donc, une fonctionnalité, par exemple, c'est imaginer une entreprise qui propose une plateforme marketing. Et une fonctionnalité, c'est de pouvoir mesurer son ROI, donc son retour sur investissement. Donc ça, c'est une fonctionnalité, le retour sur investissement. Comment on transforme ça en bénéfice? Le bénéfice, ça pourrait être, par exemple, donc là, il faut se mettre vraiment du point de vue utilisateur. Qu'est-ce qu'on apporte à l'utilisateur? Qu'est-ce que la fonctionnalité ROI, la mesure du ROI,
apporte à l'utilisateur. Ça pourrait être par exemple savoir exactement, comme c'est une plateforme marketing, ça pourrait être savoir exactement où concentrer ses efforts marketing. Vous voyez, c'est une manière particulière d'exprimer la fonctionnalité. Mais on l'exprime d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire on se pose la question de savoir, moi en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que ça m'apporte de pouvoir accéder à une fonctionnalité telle que la mesure du ROI. Donc voilà comment on transforme une fonctionnalité en bénéfice déjà. Donc en fait, dans ces Gain Creators, donc c'est la dernière partie du canvas du côté Value Proposition, on va essayer de déterminer ces bénéfices-là. Et en fait, la proposition de valeur, c'est un résumé de ces bénéfices. Okay, donc c'est parce qu'on a fait tout ce process dans ce canvas qu'on va pouvoir déterminer la proposition de valeur. La proposition de valeur, en gros, c'est voilà, un résumé de ces bénéfices, okay, qui va communiquer souvent on aime bien avoir le comment, pourquoi et pour qui dans la proposition de valeur. D'accord. Et c'est souvent une phrase qu'on va retrouver dans le header des sites web. Donc ça, c'est un layout de site web qu'on retrouve énormément parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc on a toujours la headline avec une sub-headline qui, justement, exprime cette proposition de valeur. Donc voilà, quand on a fait ce travail, c'est beaucoup plus simple de trouver sa proposition de valeur. Il faut absolument savoir par quoi passe l'utilisateur, ce dont il a besoin, ce qu'il espère pour pouvoir déterminer la proposition de valeur. Quand on réfléchit à une proposition de valeur, on se dit pas, bah oui, une proposition de valeur, bah voilà, faut qu'on trouve une phrase qui résume notre business. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut passer par toute cette méthodologie, par toute cette approche de comprendre en fait comment fonctionne le business pour trouver la bonne en fait. Super intéressant ce que tu dis, parce que ça semble quand même être un travail assez fastidieux, hein, disons-le, hein, parce Clairement, que même... de ce que tu expliques, c'est quand même pas mal d'étapes. Hein, il faut se poser, comprendre à qui on s'adresse, quels problèmes, quels sont les freins que rencontre notre client, notre utilisateur. Et vraiment pousser pour chacun, vraiment à déterminer un niveau de à quel point c'est pénible, à quel point on pourrait lui sauver la vie avec notre service. Et donc, est-ce que tu penses qu'on peut lancer un business sans proposition de valeur? Est-ce que ça tiendrait la route? On peut lancer un business sans proposition de valeur. Le problème, c'est les résultats qu'on va obtenir derrière. Quand on va lancer son business, souvent, on va avoir une certaine concurrence aussi sur le marché. Et le problème avec ça, c'est que quand les personnes vont rechercher une certaine problématique, donc il faut voir l'utilisateur comme une personne qui va être à différents niveaux de conscience par rapport à la problématique à laquelle on répond. Absolument. Il y a des gens qui ne sont pas du tout conscients de la problématique. Ouais. Il y a des gens qui sont conscients de la problématique mais ils ne savent pas qu'il y a des solutions. Il y a des gens qui sont conscients de la problématique et qui ont déjà en fait compris qu'il pouvait y avoir des solutions, voilà, mais ils ne reconnaissent pas forcément votre produit sur le marché. Ensuite, il y a ceux qui ont reconnu votre produit comme faisant partie des solutions. Et après, il y a le dernier niveau, c'est ceux qui considèrent votre solution comme étant potentiellement celle qui va répondre à votre problème. Ça en fait des niveaux avant de toucher quelqu'un. Il y a 5 niveaux en tout, et c'est ce qu'on appelle les niveaux d'awareness. Ok. Et d'ailleurs, là, on va pouvoir faire la transition vers la communication de cette proposition de valeur. Il faut considérer ces 5 niveaux d'awareness pour communiquer. Et là, on va rentrer dans tout cet aspect content marketing. Content marketing qui va permettre justement de communiquer à ces différents niveaux avec des contenus qui sont spécifiques en fait. Donc on est d'accord que si on lance un business, même si on va dire personnellement on pense que la terre entière c'est ce qu'on fait et qu'on est là pour disrupter le marché, en réalité on ne peut pas s'adresser à tout le monde de la même manière, de ce que tu dis. Dans notre segment, on va avoir des gens qui ne sont pas forcément au même état de compréhension, au même état de constatation, ouais. En fait. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, effectivement, on va pas pouvoir... Imagine une personne qui vient tout juste de comprendre la problématique. Tu vois, par exemple, dans sa vie quotidienne, il vient de comprendre en fait, qu'il y a un problème avec ça, il a du mal à faire ça. On va pas pouvoir communiquer de la même manière avec lui qu'avec une personne qui connaît déjà ton produit et qui pense que ça peut être le produit qui va régler son problème. Tu vois. Donc, il va falloir créer un contenu autour de sa marque, autour de son business, pour aller chercher ces gens qui ne sont pas au même niveau. Okay. C'est comme ça qu'on crée et d'abord, j'ai développé ça moi en interne chez Apart, une méthodologie en fait qui est propre à nous, quoi. C'est ce que j'appelle la stratégie atomique, enfin la méthode atomique.
Donc c'est une représentation de ces contenus sous forme atomique. C'est un travail que j'ai fait avec plusieurs de nos clients et ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils comprennent en fait la représentation de leur contenu. Donc ça leur donne une image visuelle de leur paysage en fait de contenu autour de leur marque, Et autour de leurs produits. pourquoi atomique? Atomique parce qu'il y a plusieurs niveaux, donc il faut imaginer en fait un atome. Au centre de cet atome, on va avoir un noyau. Ok. Ce noyau-là, il faut imaginer que c'est la page ultime, c'est-à-dire celle où il va y avoir l'objectif de conversion ultime, c'est comme Ok. ça que je l'appelle, c'est-à-dire par exemple acheter le produit, souscrire souscrire à quelque chose, laisser un email, vous voyez, c'est vraiment l'objectif ultime de l'entreprise, du business. En fonction des entreprises, il y a des entreprises qui ont plusieurs produits, donc elles vont avoir plusieurs atomes, et des entreprises qui ont un produit, donc pas forcément, mais elles vont souvent avoir un seul atome. Donc autour de ce noyau-là, il va falloir euh, créer des particules, c'est comme ça que je les appelle, donc des particules qui gravitent autour de ce noyau. Donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi atome, c'est parce que je réutilise un vocabulaire atomique. Donc autour du noyau, il va y avoir des particules, et ces particules-là, c'est des contenus. Ça peut être des Ah pages oui, web, ok, ça ouais. peut être des blogs, ça peut être des pages de blog, des articles en gros. Mhm. Ça peut être d'autres pages de contenu en fait, peu importe. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un maillage entre ces particules. Et ce maillage-là, il va connecter en fait les particules entre elles et jusqu'au noyau. Donc, par exemple, il y a des particules qui ne vont pas directement être liées au noyau, mais elles vont passer par d'autres particules. Ok. Et en fait, plus les particules sont éloignées du noyau, plus elles représentent des contenus qui vont aller cibler des gens qui ont un niveau d'awareness de niveau zéro, on va dire. Ouais, très Des très gens bas. qui, Ok. par exemple, une entreprise, au début, elle va se concentrer sur aller cibler les gens qui ont déjà ressenti la problématique, mais ne pensent pas qu'il y a des solutions. Vous voyez. Après, une entreprise pourrait très bien se dire comment on va aller euh, choper des personnes qui ne savent même pas que la problématique existe. Donc comment on va les inciter à se dire ah oui tiens c'est vrai que j'y avais jamais réfléchi mais en fait oui il y a une problématique là-dedans. Et c'est un bon exemple qu'on a avec un client qu'on a à l'agence et c'est une entreprise dans la finance on va dire. Et l'idée c'était de se poser la question aujourd'hui l'épargne les solutions d'épargne, en fait, elles sont assez développées, elles sont assez connues. Mais l'idée, c'est de se dire comment, bon, je donne l'exemple d'un produit français, le livret A, mais c'est de se dire comment on fait passer une personne d'un livret A à une solution d'investissement, par exemple. Vous voyez, par exemple, ils avaient un robot en fait, qui permet d'investir en fonction de son profil. Est-ce qu'on est plutôt agressif? Est-ce qu'on est plutôt euh, Mon père de bon famille. père de famille, exactement. Donc du coup, comment on fait passer ces gens de OK, l'épargne, bah, c'est tout ce que j'ai connu et ça, pour moi, ça fonctionne bien, à ah oui, en fait, l'épargne, c'est lent et ça rapporte pas beaucoup. Donc voilà, on vous emmène vers ça. Vous voyez, c'est un Ouais. peu la réflexion qu'il faut avoir. Donc on s'est posé ces questions-là avec ce client et c'était super intéressant. En fait, on a fait un workshop avec eux et ça a permis de faire émerger plein d'idées en termes de communication et en termes de particules autour de ce noyau, quoi. Donc voilà, plus les particules sont éloignées du noyau, plus elles vont toucher ce genre de profil. Ouais. Alors, toi qui bosses dans une agence, c'est sûr que souvent tu vas être démarché par des entreprises qui sont quand même plus ou moins installées, donc elles ont, entre guillemets, hein, les moyens de se permettre d'aller voir une agence et d'externaliser certains services comme le content marketing et d'avoir un avis professionnel. Mais pour un porteur de projet qui se lance, qui est tout frais, qui n'a pas beaucoup de revenus, qui a envie quand même de lancer son business, comment est-ce que tu l'aiderais ou quels conseils tu pourrais lui donner pour communiquer sur sa proposition de valeur peut-être à une plus petite échelle, enfin voilà, quels seraient les moyens envisagés dans un pareil cas? Bah, le conseil que je lui donnerais, c'est d'ouvrir un fichier Word ou un fichier sur Google Drive, une page blanche et de commencer par le constat. Quel est le constat qu'il fait en fait sur le monde et qui l'a incité à penser à son produit en fait. Donc Ouais. commencer à rédiger le constat, ensuite voilà, essayer d'exprimer sa vision, sa mission, son objectif en fait avec le produit. Puis petit à petit en fait, il faut voir ça comme un entonnoir. Donc essayer de commencer très large et petit à petit de préciser en fait sa l'explication de la justification de son business. Donc, une fois qu'on a fait l'objectif, on peut réfléchir à son audience, à ses segments. Et petit à petit, une fois qu'on a ça, peut-être même créer des personas.
Ça peut être intéressant à un certain point. Et une fois qu'on a ça, Persona, hein, qui sont des représentations un petit peu, on va dire, caricaturales, bah, poussées, on va dire, de votre audience, c'est hein, ça, pour c'est en ceux fait qui... des représentations. Une persona, c'est la représentation d'un segment, par exemple. Et en Oui, fait, cette persona-là, il faut se dire que d'autres personnes, qui sont pas forcément la même personne, mais peuvent se rapprocher de cette persona, en voilà, c'est pour fait. ça que je dis Voilà, caricatural, c'est l'idée de exact. dire qu'on va un peu grossir le trait pour permettre à un maximum de personnes de se retrouver derrière cette persona-là. C'est ça. Mais c'est très utile Mhm. parce que ça permet aussi de penser son business en ayant en tête des personnes bien définies, Exactement. Et d'ailleurs, bien... c'est essentiel pour passer à la suite de la méthodologie pour définir ses propositions de valeur. Ouais. La méthodologie justement que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la Value Proposition Canvas. Mhm. Et c'est l'outil que j'utilise moi pour justement arriver jusqu'à la définition de ses bénéfices et de la proposition de valeur. Et le job qui vient après, bah, c'est la partie atomique avec le content marketing. Mais voilà, donc il faut absolument avoir ces informations-là en amont pour pouvoir faire ce travail, quoi. C'est essentiel. Et ça, c'est valable vraiment pour des entreprises de toutes les tailles, hein. Comme on le disait C'est tout à ça. l'heure, aussi bien de la petite start-up, un seul mec ou une seule petite nana à bord qui veut lancer son business, que d'une entreprise ou d'une administration publique où, en fait, on se rend compte que souvent les gens viennent assez démunis Ouais, face exactement. à ça, Démunis hein. d'informations par rapport à ça. Et du coup, bah, nous, ça nous met dans une position où c'est compliqué de travailler dans les meilleures conditions parce qu'on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de proposer la meilleure Ouais. solution ou le meilleur message de communication. Parce qu'on n'a pas les informations sur l'audience, sur le segment, sur la façon des gens d'utiliser une plateforme, leur niveau de connaissance par rapport au web. Vous voyez, il y a plein de choses à intégrer avant même de développer une plateforme, quoi. Absolument, Donc ouais. c'est pour ça que même des grandes entreprises qui sont un peu perdues par rapport à ça, elles devraient se reposer ces questions-là, quoi. Ouais. Ouais, c'est une étape par laquelle je pense que c'est pas parce que tu le fais au début que tu peux pas le refaire à C'est mi-chemin. ça. Je veux dire, tout ce que tu mets en place, Ouais. ça se teste, Ouais. ça s'analyse, et donc en fait, des fois, tu peux totalement réorienter ta value proposition en cours Mhm. de route. Donc c'est jamais un travail perdu en réalité. Ouais. Et même par rapport à des gens qui aimeraient avoir des idées, en fait, c'est un bon exercice à faire. C'est-à-dire se poser des questions sur le monde qui nous entoure, se dire, bah tiens, dans ce domaine-là, il y a cette problématique, et après de passer par tout ce processus qui peut nous mener jusqu'à l'élaboration d'un produit finalement. Les entrepreneurs, c'est comme ça qu'ils réfléchissent en fait. Ils partent d'un constat, ils partent d'une problématique, ils essaient de réfléchir aux utilisateurs que ça concerne, ils développent leur référentiel, ils produisent un produit, ils développent un message qui va, voilà, communiquer la valeur du produit. Et c'est comme ça qu'après, on développe des startups en fait. Ouais, ça je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai rencontré pas mal de porteurs de projets en rendez-vous et quand je leur demandais un petit peu les raisons pour lesquelles ils voulaient se lancer, tu sais, le fameux why you do Mhm. what you do, et certains, j'étais parfois assez surprise de leurs réponses et des raisons qui les avaient amenés là parce que j'avais pas le sentiment que c'était une profonde envie de rendre la vie des autres plus facile ou d'améliorer les choses qui sont existantes. Voilà, après, je ne juge pas, mais c'est vrai que souvent, c'est ceux qui, bah, dans 5 6 mois, ils jettent l'éponge parce qu'ils se disent, oui, de toute façon, ça marche pas ce que j'ai voulu faire. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont pas passés par ce process, tu vois, en C'est amont, de ça. tester un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a aussi Ouais. parfois une part aussi des gens qui veulent pas un petit peu te parler de leur projet parce qu'ils Mhm. sont dans la peur absolue que tu les copies. Moi, j'envoie des comme eux régulièrement, donc j'ai aucun souci à signer des sortes de déclarations de confidentialité, etc. Mais c'est Ouais, vrai que c'est pas sain non plus. Le côté secret absolu, quand tu lances ton bise, ça peut être aussi néfaste, je pense, parce que c'est justement en échangeant avec les gens, si tu vas pas prendre le pouls un petit peu bah voilà, de tes utilisateurs potentiels, comment est-ce que tu veux pouvoir nourrir ton projet? Enfin, tu vois, Mhm. ça me semble un peu... Non, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense il y a un équilibre à avoir. Encore une fois, c'est pas voir les choses soit tout blanc, soit tout noir. Encore une fois, tout se joue dans la zone grise en fait. Donc, Ouais, il y a un moment donné, il faut savoir donner un tout petit peu, essayer d'aller chercher de l'information parce que de l'information, on n'en récupère que si on donne en fait. Donc, si on c'est cache en vrai. fait son idée et qu'on travaille dans son coin, et ben en fait, on se nourrit pas en fait du monde qui nous entoure.
Alors que la base de tout, c'est se nourrir de ce qui se passe autour de nous pour en fait proposer quelque chose qui va fonctionner. Donc oui, effectivement, c'est essentiel et c'est une situation qu'on retrouve souvent dans le milieu entrepreneurial. Des gens qui veulent absolument... voilà, ça m'est déjà arrivé dans des events de networking, on va dire, d'avoir des gens qui ne veulent pas parler de ce qu'ils font ou ils essaient de le cacher par tous les moyens, tout en essayant de gratter de l'information quand même. L'idée, elle vaut pas grand-chose. Ce qui vaut vraiment quelque chose, c'est l'exécution, quoi. Absolument, Et ça je suis totalement l'exécution, d'accord. voilà, ça dépend justement de la personne qui porte ce projet-là. Et il faut se dire, en fait, quand on partage une idée, c'est rare que la personne qui entend cette idée-là, le lendemain, elle va commencer à exécuter ce qu'on lui a donné, tu vois. Vous Donc, avez vu, c'est tellement justement, pour faire voilà. les choses bien, ça prend un certain temps, ça demande aussi beaucoup de réflexion. Donc, Mhm. peu sont les personnes qui en réalité voudront Bien sûr. Il mettre faut ces filtrer efforts. l'information. Il faut pas donner son idée à son concurrent, c'est clair et net. Mais on peut commencer à en parler à des gens qui ont déjà leur propre start-up, qui font déjà quelque chose, parce que c'est pas des gens qui vont s'amuser à développer votre projet. Ils ont déjà assez de temps à consacrer à leur propre projet. Ouais. Ils vont pas commencer à s'amuser à développer quelque chose sur le côté encore, vous voyez. Donc non, il faut pas avoir peur de ce genre de choses. Il faut juste filtrer en fonction de son public, mais voilà. Mais c'est vrai que en partageant un petit peu de ce que tu fais, c'est là où tu reçois énormément. Parce que moi, C'est ça. j'ai donné moult et moult conseils à des personnes qui sont venues en rendez-vous juste pour un premier brief, tu vois. Mhm. Je me rends compte que ce que je leur ai donné comme conseil, techniquement, j'aurais pu le facturer, tu vois. Mhm. Mais parfois, j'avais juste envie de leur donner ce petit coup de pouce qui peut peut-être à un moment donné les aiguiller ou les renseigner et leur dire bah voilà, ça c'est comme ça que vous c'est par ça que vous devriez peut-être commencer parce qu'ils viennent vers moi et ils me déballent tous leurs trucs et je C'est me ça. dis bah ouais mais vu ce que tu me dis à ce stade-là, tu devrais pas venir me voir moi, tu vois. Mhm. Moi qui suis en agence et qui ai le pouvoir de développer une plateforme, enfin si déjà le fond, il est pas déjà bien mis en place, tu vois, je vais pas pouvoir t'aider et te faire un devis qui est cohérent par rapport à ta situation. Je comprends tout à fait ta situation parce que quand tu as justement ce savoir et que tu as des gens comme ça qui viennent te voir, bah, tu as envie, en fait, tu leur dis que tu peux pas commencer à bosser sur leur projet, mais tu as quand même envie de leur dire par où ils doivent passer, par où ils doivent Exactement, commencer. ouais. Tu peux pas les laisser comme ça dans la nature, tu vois. Enfin, en tout cas, dans ma Moi, ça personnalité me- à moi, c'est compliqué, en fait. J'ai du mal quand Moi même. aussi, c'est pareil, ça me ferait trop mal au cœur Ouais. en fait d'abuser d'une personne qui connaît rien et de me dire C'est pas que cette je veux me faire mousser en donnant mes ouais, connaissances, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai juste en fait ce plaisir à aider et à donner ces informations qui me paraissent essentielles pour que les gens voilà, construisent quelque chose de solide, quoi. non mais moi je te suis complètement là-dessus parce que c'est vrai que bah, il y a des institutions et des choses qui sont mises en place justement pour aider les jeunes créateurs d'entreprises et je me disais tu vois c'est pas nécessairement le boulot d'une agence que de le faire mais comme moi je suis dans ce milieu assez entrepreneurial et j'ai envie en fait de pousser les gens à créer à développer leur propre truc j'ai pas non plus envie de les frustrer et de leur dire tu vois de les prendre de haut parce qu'ils savent rien mais Mhm. c'est pas grave tu vois tu sais pas t'as peut-être mis trois quatre étapes en avance, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. Retourne à l'étape numéro 1, repars des bases, et puis peut-être que, tu vois, si tu as bien fait des choses, on pourra se reparler dans, allez, 4-5 étapes, parce C'est que, ça. tu vois, aller voir une agence comme Apart ou comme Explose, là où moi je travaillais quand même pendant aussi 4 ans, ben, c'est bien, tu vois, c'est chouette pour les Ouais. agences, mais il faut faire attention parce que aller voir une agence, externaliser un petit peu votre vision et vous dire ah j'ai une idée, j'ai une super idée, je vais aller voir une agence et puis ils vont me dire combien ça C'est coûte ça. pour réaliser ce truc-là. Mais elles sont pas là pour développer ton idée, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut déjà Voilà, venir avec un certain nombre d'informations. Voilà, c'est clairement, nous, on est briefé sur, bah voilà, la plateforme, elle fait ça, 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 et nous, on en demande de faire l'UX, lui, et de développer ça. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. ouais. Mais nous, on ne doit pas réfléchir au business, en fait. On n'est pas censé le En faire. principe, Voilà, non, mais après je pense que toi, comme tu es déjà bien sûr, sensibilisé à ces questions-là et je que suis tu obligé, en fait, de voilà, donner mon avis. Ça arrivait plusieurs fois avec des clients où on me demandait, en fait, de faire une campagne marketing. Ils m'avaient donné, en fait, quelques messages et je leur disais, mais voilà, bon, il y a certains qui acceptent en fait le fait de revoir en fait ce qu'ils ont fait, mais il y en a d'autres en fait, on va leur dire, mais voilà, ce que vous avez fait, c'est pour moi, c'est pas des bénéfices en fait. En quoi ça va résonner dans la tête d'un utilisateur, enfin pas d'un utilisateur, mais d'un potentiel prospect. En quoi ça va ouais. résonner quoi. Et du coup, je lui disais, mais voilà comment tu peux transformer en bénéfice. Donc je lui donnais des exemples. Et après, ce client-là, il me dit, ok, bah du coup, fais-le. Je fais, oui, mais c'est pas mon job de le faire en fait. Soit tu nous payes pour le faire,
soit tu le fais toi-même, parce que Oui. je te donne des pistes pour le faire. Ouais. Mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir ce. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive parfois, en fait, des gens qui n'ont pas envie de réfléchir plus loin, en fait. Mais Voilà. oui, parce on le dit, hein, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande aussi une certaine remise en question, mais les marques qui réussissent, les entreprises qui prospèrent aujourd'hui, c'est celles qui font le putain de travail qui est nécessaire et qui s'arrêtent jamais devant la difficulté. Et c'est là où un point peut-être très important et que je pense que tu as aussi essayé d'enseigner à tes étudiants, c'est de leur dire, bah, les gars, c'est peut-être laborieux, c'est peut-être chronophage, mais aujourd'hui, c'est ce qui vous permettra après de faire en sorte que tout roule. Ouais. Peu importe ce que vous développez pour votre entreprise, pour votre marque, même si on est sur un projet fictif, c'est l'état d'esprit à avoir pour pouvoir vraiment évoluer et grandir. C'est clair que les points qu'on a évoqués là durant le podcast, c'est pas des méthodologies faciles à appliquer. C'est-à-dire que moi-même, quand je l'applique en live avec des clients, voilà, je suis parfois en fait un peu bloqué. Il faut que je réfléchisse avec eux, il faut que je revoie ma méthodologie, parce qu'en fait c'est évolutif. C'est-à-dire que moi j'ai compris les méthodologies il y a quelques années comme ça, et aujourd'hui je la vois autrement. Vous voyez. Donc je pense qu'à l'époque je l'avais pas bien compris, je faisais d'une certaine manière. Et aujourd'hui, en fait, petit à petit, avec l'expérience, j'arrive à mieux la pratiquer et l'enseigner à mes clients, en fait. Ouais, clairement, c'est pas facile à comprendre comme concept. Ouais. Non, c'est Donc, sûr. c'est la pratique, purement Est-ce la que pratique. Ouais. tu penses que si on veut retrouver un petit peu tout ce que tu as cité aujourd'hui, le value Ah bah, proposition voilà, déjà le business canvas, model, ok. ça, je pense que c'est quelque chose d'important à connaître. Ensuite, bah, le value proposition canvas, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi aller regarder. Après, tout ce qui est degré d'awareness, modèle atomique, ça, c'est quelque chose que j'ai développé moi en interne, mais les degrés d'awareness, je pourrais toujours partager un site web. C'est en Ouais. fait une copywriter qui a développé cette méthodologie. Donc, je pourrais toujours partager son blog. C'est copyhacker.com, Ok, je ouais. crois. Et pour le value proposition canvas, je regarde vite fait, mais je crois que strategizer.com. Ouais. Ok. C'est eux qui ont développé cette méthodologie. Ok, Ouais. super. Il y a pas mal de vidéos explicatives. Bon, même avec les vidéos, c'est pas toujours évident de comprendre toutes les notions derrière, mais c'est déjà, si on a ces idées-là en tête, on va forcément mieux faire que si on connaissait On pas connaît rien. tout ça. Voilà, c'est ça, clairement. Super. Bah, écoutez, on arrive tout doucement vers la fin, donc je vais tout simplement remercier Edgar. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, de t'être déplacé chez nous aujourd'hui pour faire Écoute, merci de m'avoir cet fait épisode. parler, parce que c'est pas quelque chose que je fais C'est très pas un facilement, bavard, donc, Edgar, hein, contrairement à moi. Mais bon, en tout cas, quand on le lance sur des sujets qui le passionnent, bah, comme vous voyez, on a du mal à l'arrêter. Dis-nous tout, Edgar. S'il y en a certains qui veulent te retrouver ou peut-être partager certains de leurs projets, avoir ton avis, comment est-ce qu'on peut te contacter? Eh bien, pour me contacter, voilà, soit LinkedIn, soit Twitter, soit s'ils veulent voir ce que je fais dans le web sur mon GitHub. Mon Instagram, c'est pas très intéressant. Donc, ouais, je me concentrerai sur LinkedIn ou Twitter ou GitHub. Ouais. Ok, super. Bah écoutez, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous remercie une nouvelle fois tous pour votre soutien et votre écoute. Ça me va droit au cœur, sachez-le, ça me fait énormément plaisir. J'ai commencé vraiment ce podcast avec l'envie de partager avec vous. Et voilà, sachez que le moindre petit retour, ça me remplit de joie. Donc je vous remercie voilà, d'être tout doucement, très doucement, mais tout doucement, de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Je vous remercie, voilà, énormément. Et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous.